Après le Brexit, y aura-t-il un Polexit? La question revient avec insistance. Ce qui est sûr, c'est que rien ne va plus entre la Pologne et l'Union européenne. La tension est à son comble depuis que la Cour constitutionnelle de Varsovie a décrété la primauté du droit polonais sur le droit de l'Union européenne. Alors le Polexit est-il un risque majeur et imminent pour l'Union, ou bien ce spectre va disparaître dans quelques temps? On va essayer de comprendre tout cela avec nos invités. Sébastien Maillard, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes spécialiste de l'Union européenne, directeur de l'Institut de l'Or, et avec nous également en direct de Bruxelles, notre correspondant Paul Germain. Bonsoir Paul, on vous entendra dans quelques instants. Sébastien Maillard, on entend cela depuis maintenant plusieurs jours, voire plusieurs semaines. Y a-t-il, oui ou non, un risque de divorce entre la Pologne et l'Union européenne ? Il y a un divorce actuellement juridique, mais ce qui est sûr, c'est que la Pologne n'a aucune envie de sortir de l'Union européenne, et on ne veut surtout pas que ce pays non plus quitte cette union. Ils font partie de la famille européenne depuis 2004. La population, elle l'a manifesté récemment, est très attachée à cela, est très europhile. Donc on n'est pas du tout dans le même contexte que les Britanniques. Ouais, ça c'est important de le souligner parce que ça prête à confusion. S'agissant de la Grande-Bretagne, c'était par souverainisme qu'avait été décrété ce référendum. Le oui au Brexit l'avait emporté. Là, le gouvernement polonais ne demande pas, malgré toutes les tensions et tous les désaccords, de sortir de l'Europe. Non, ils n'ont aucune envie de sortir de l'Union européenne. Ils veulent sans doute peut-être la transformer ou la changer, mais en tout cas, ils ne veulent pas la quitter. Ouais. Alors que dans le cas britannique, il y a eu un référendum. Et ensuite, ils avaient utilisé l'article 50 du traité de l'Union européenne pour, je dirais, légalement sortir. Mais c'est effectivement un contexte politique et juridique tout à fait différent. Pourquoi ils ne veulent pas la quitter ? L'Union européenne, la Pologne. Ouais. Les Polonais bénéficient de beaucoup de fonds européens. Ils se sentent en partie prenante. Ils sont sur le continent européen. Ce n'est pas une île. Ils sont pleinement partie prenante culturellement, de patrimoine, vraiment, et dans l'Union européenne. Donc, c'est vraiment un pays qui s'est toujours considéré, on se souvient, lorsque le mur est tombé, ils voulaient rejoindre ce qu'ils appellent la famille européenne. Pour eux, ils se sont toujours sentis partie prenante et loin de la Russie, peut-être protégés de ce grand frère, de ce grand voisin menaçant pour eux. Être protégé au sein d'une famille, voilà la volonté de la Pologne, mais elle ne veut pas forcément en respecter les règles. Alors, Polexit ou pas, Paul, on vous retrouve à Bruxelles et la Commission européenne dans tout ça. Quelle est sa marge de manœuvre? Que peut-elle faire aujourd'hui ? Eh bien, Mohamed, tout d'abord, un petit dessin vaut parfois mieux qu'un long discours. Regardez ce dessin de Pierre Kroll, le caricaturiste du quotidien belge Le Soir. On y voit la Commission européenne qui se demande « Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait ?» La Commission européenne qui est bien embarrassée et qui réfléchit aux outils pour essayer de faire pression sur la Pologne. Un de ces outils, ça pourrait être de ne pas verser les 23 milliards du plan de relance auquel la Pologne a droit. Et ça, ce serait ce sera la première fois que l'Union européenne conditionne l'octroi de certains fonds européens au respect des valeurs européennes. Écoutez ce qu'en pense Nathalie Loiseau. Elle est députée européenne dans le groupe Renaissance, le groupe d'Emmanuel Macron. Emmanuel Macron qui avait dit en son temps, vous savez, l'Union européenne, ce n'est pas un supermarché où les États peuvent se servir à leur guise. Écoutez Nathalie Loiseau. Ça pose question sur est-ce qu'on peut verser des fonds européens à un pays où la justice ne vérifiera pas comment ils sont employés. La réponse est dans la question. Ça n'est évidemment pas possible de débourser le plan de relance avec la Pologne dans ces conditions-là. Et je dirais que ça va au-delà. Donc si le Premier ministre polonais vient à Strasbourg la semaine prochaine, je pense qu'il entendra très fortement un message des parlementaires européens en ce sens. Voilà pour le point de vue de Nathalie Loiseau. On a vu dimanche dernier, Paul, des dizaines de milliers de Polonais manifester leur attachement à l'Union européenne. Qu'en est-il des eurodéputés à Strasbourg et à Bruxelles? Est-ce qu'ils sont tous unis derrière le PiS, le parti au pouvoir en Pologne ? Eh bien, il y a eu précisément un débat il y a quelques jours ici au Parlement européen sur la Pologne et sur le plan de relance. Alors, inutile de dire que les députés polonais du PiS, du parti au pouvoir à Varsovie, ont parlé de chantage de la part de Bruxelles, de la part des autorités européennes. Mais il y a quand même de plus en plus de députés européens polonais, dans l'opposition bien sûr, qui dénoncent les dérives à la fois de la justice polonaise et du pouvoir à Varsovie. Alors, comment va-t-on sortir de ce bras de fer entre Bruxelles, entre l'Union européenne et la Pologne? Écoutez, Rosa Thun, elle est députée européenne polonaise, membre de la plateforme civique. C'est un parti d'opposition.
ce n'est pas un bras de fer entre l'Union européenne et la Pologne, mais entre l'Union européenne et le gouvernement polonais. L'Union européenne a un immense soutien entre les citoyens européens. Alors c'est un bras de fer avec un gouvernement autoritaire en Pologne. Je crois que c'était 20% ou moins que 20% qui ont voté pour le parti qui est aujourd'hui un parti du gouvernement autoritaire. On peut difficilement dire que c'est les Polonais qui votent pour ce parti. Voilà, Paul, restez tout de même avec nous. On poursuit ce grand angle. Ce qui suit à vous intéresser, Sébastien Maillard. Ce statu quo, il n'est pas tenable. Non, puisque effectivement, la Pologne ne peut pas à la fois dire je ne respecte pas la Cour de justice de l'Union européenne, je ne reconnais pas la primauté du droit européen et rester dans l'Union européenne, puisque l'Union européenne, c'est quoi? C'est une construction juridique. La clé de voûte, c'est le droit européen et la Cour de justice est là pour le protéger. Donc, effectivement, on ne peut pas jouer sur deux tableaux à la fois, il va bien falloir trouver une solution. Sauf que les défenseurs de la Pologne disent ceci. Alors, on entend souvent la Pologne savait à quoi s'en tenir en adhérant à l'Union européenne, sauf que les traités qu'elle a signés n'impliquent rien de précis en matière de loi sociétale. On peut penser à l'avortement, au mariage entre personnes de même sexe, voire au statut des magistrats. On a du mal à comprendre ce qui est vraiment reproché à la Pologne. Après tout, les Polonais votent pour un gouvernement qui est libre de voter les lois qu'ils souhaitent. C'est important de clarifier ce qu'on entend par état de droit et ce qu'on entend par valeur. L'état de droit, et ça fait partie, je dirais, du contrat de mariage quand on est dans l'Union européenne, c'est effectivement l'indépendance de la justice, la liberté de la presse, la liberté universitaire, la liberté d'expression, le respect de l'opposition, enfin tout ce qui fait qu'une démocratie libérale fonctionne normalement. Et c'est vrai en Pologne comme partout, et c'est pas du tout le cas en Pologne, il y a effectivement des atteintes sur lesquelles l'Union européenne doit être intraitable. Ensuite, il y a des valeurs fondamentales qu'on partage qui sont exprimées dans la Charte européenne des droits fondamentaux, comme par exemple l'abolition de la peine de mort, c'est une condition sine qua non pour être dans l'Union européenne. Après, sur des sujets de société comme ceux que vous évoquez, je dirais, là, c'est variable selon les pays. La subsidiarité, ça existe. Et effectivement, qu'on est la question de l'avortement s'est posée en Irlande, d'ailleurs, en Irlande, aux Pays-Bas, ce n'est pas du tout pareil, à Malte non plus. Et donc, là-dessus, je dirais, les Polonais ont leurs préférences collectives qu'ils expriment. S'ils veulent les changer, les évoluer, c'est à eux de le faire. Et ce n'est pas effectivement à l'Union européenne. Il n'y a pas de droit européen là-dessus, textuellement. Donc, là, effectivement, c'est important de clarifier le débat dans ces termes. Autre argument en faveur de la Pologne, il émane de l'ancien secrétaire général. Moi, je le dis en faveur du respect de l'état de droit, et des valeurs. Là, pour le coup, lui, il prend vraiment la défense de la Pologne. C'est l'ancien secrétaire général du Conseil constitutionnel français. Il dit qu'en fait, en France, c'est les hautes juridictions, une position proche de la Cour constitutionnelle polonaise. Et il cite aussi, du côté allemand, la décision de 2020 de la Cour de Karlsruhe, de la Cour suprême. Un juge allemand avait fait prévaloir le droit des peuples, finalement, à légiférer avec leur gouvernement, les lisant. Là aussi, clarifions. La primauté du droit européen, ce n'est pas un absolu. Elle est infraconstitutionnelle, c'est-à-dire que notre droit européen, qui n'était pas un droit étranger, c'est un droit auquel tous les députés européens que nous voyons, le votent. C'est un droit européen qui est supérieur aux lois nationales. Mais la Constitution, dans chaque pays, et notamment en France, elle prime sur l'ordre juridique interne. Donc effectivement, là-dessus, il peut y avoir débat sur la place des traités européens. Mais normalement, la Pologne devrait mettre sa Constitution au regard des traités européens. Ensuite, effectivement, cette primauté, donc, elle doit être respectée par toutes les législations. Et le Conseil d'État ou le Conseil constitutionnel en France reconnaissent, encore une fois, que le droit européen prime sur le droit national. Paul, je reviens vers vous. Paul Germain à Bruxelles, vous avez cité tout à l'heure le président français qui dit ce n'est pas un supermarché dans lequel on se sert. Pour résumer, en gros, Paul, pour vous, la Pologne voudrait le beurre et l'argent du beurre. Elle veut en quelque sorte le beurre et l'argent du beurre, effectivement. Comme l'a dit Sébastien Maillard, la Pologne profite énormément de sa participation à l'Union européenne sur le plan financier, cette protection qu'elle ressent aussi à l'égard de la Russie. Et il y a effectivement pour le moment une situation intenable de la part de la Pologne. Beaucoup de députés européens, de responsables européens disent, voilà, de facto, même si on ne peut pas exclure la Pologne de l'Union européenne, si la Pologne ne joue plus le jeu, si elle ne respecte plus les règles européennes, eh bien, elle ne fait plus partie de l'Union européenne. Et un député faisait la comparaison avec une situation d'un citoyen comme vous et moi. Si vous êtes locataire d'un appartement, que vous faites partie d'un immeuble et que vous n'êtes plus d'accord avec les règles de la copropriété, eh bien, vous déménagez.
Eh bien, vous déménagez, c'est la conclusion de Paul. Sébastien Maillard, une question tout de même sur ce malaise qui règne en Europe. On parle aujourd'hui de la Pologne, on pourrait parler de la Hongrie. On voit aussi notamment sur la crise migratoire qu'il y a vraiment deux visions, deux blocs qui s'affrontent. De quoi cette Europe est-elle malade ? Il y a effectivement en Hongrie des atteintes à l'état de droit aussi, je pense notamment à la liberté académique, et puis il y a des problèmes aussi de gestion des fonds européens, la façon dont on fait les marchés publics, la façon dont on arrose plus ou moins ses amis, donc les problèmes d'oligarchie, ça effectivement en Hongrie c'est un vrai problème. Ensuite je pense que l'Europe a besoin de clarifier sans doute ce qui relève de son échelon. Et on a besoin d'être unis face à la Chine, face aux États-Unis, face à la Russie, face à la Turquie, face aux menaces de ce monde et à tous les défis transversaux comme le changement climatique. Et ensuite, on a aussi besoin d'avoir à l'échelon national ce qui en relève, c'est ce qu'on appelle le principe de subsidiarité. Et Jacques Delors, d'ailleurs, il a lui-même toujours été très attaché. Eh bien, on verra ce que dit le Premier ministre polonais dans quelques jours maintenant. Merci beaucoup Sébastien Maillard. Merci Paul d'avoir été avec nous tout au long de ce grand angle.